Le baby boom de l'après-Deuxième Guerre mondiale est bien sûr un phénomène important, notable, généralisé d'ailleurs, qui gagne tout le monde occidental après la Seconde Guerre mondiale, de l'Australie à l'Europe, en passant par les États-Unis et bien sûr le Québec. Ce phénomène-là est par ailleurs autant d'ordre démographique en soi, économique, on vient de le voir, mais aussi socioculturel, avec toutes les transformations. On n'a qu'à penser au grand nombre d'émissions de télévision, les programmes pour enfants, les téléromans qui mettent en scène des enfants et des familles submergées sous la part des nouveau-nés. Mais ce phénomène-là de baby boom est souvent entendu dans son sens trop étroit, comme si il y avait eu tout à coup une explosion des naissances sans précédent, ce qui n'est pas le cas. Néanmoins, prenons d'abord la mesure du phénomène. On passe de 4 millions de Québécois en 1950 à plus de 6 millions dès 1970, donc une augmentation de 2 millions en seulement 20 ans, ce qui est significatif, une augmentation de 50% de la population qui semble attribuable au baby boom, mais qui ne peut pas l'être, durant cette époque, au sommet du baby boom, le nombre d'enfants par femme en âge de procréer, c'est-à-dire de plus de 16 ans et de moins de 50 ans, est de 3,84 enfants, ce qui est un bon taux, notamment comparé à aujourd'hui, mais qui n'a rien à voir avec les 7-8 enfants par femme qu'on a déjà enregistrés dans l'histoire du Québec, notamment au 19e siècle, durant les beaux jours de la revanche des berceaux. Non, décidément, il faut évoquer d'autres phénomènes que le nombre intrinsèque d'enfants. Il faut mentionner aussi la baisse de la mortalité infantile, le rattrapage suite à la crise et à la guerre, et notamment l'immigration. Bonjour. De 1945 à 1970, la population du Québec passe de 3,5 millions à 6 millions d'habitants. On attribue souvent cette croissance uniquement à une natalité spectaculaire, le fameux baby boom. C'est inexact. Pour voir tout le portrait, 9 autres facteurs historiques doivent être pris en compte, y compris la baisse de la mortalité, l'immigration et la fin de l'exode vers les États-Unis. Disons d'abord que la natalité a toujours été forte dans le Québec rural, où les enfants sont un précieux capital humain. En 1870, chaque femme en âge de procréer a en moyenne 7,4 enfants. C'est 2 fois plus que durant le baby boom. Le taux de mortalité est cependant tout aussi spectaculaire à la même époque, limitant la croissance naturelle à environ 25 enfants viables de plus par année par tranche de 1000 habitants. En 1920, une majorité de Québécois vit désormais en ville. Ce fait entraîne jusqu'à nos jours une baisse constante de la natalité. Cependant, la vaccination et l'amélioration des conditions d'hygiène font en même temps baisser la mortalité, dopant la croissance naturelle malgré la baisse de la natalité. Les privations durant la crise des années 1930 et la Seconde Guerre mondiale retardent la formation des familles, entraînant un creux dans la natalité, faisant paraître le baby boom plus important qu'il ne l'est en réalité. La fécondité durant le baby boom culmine d'ailleurs à 3,8 enfants par femme en 1951, puis redescend dès 1960. Cela est bien peu comparé à la période précédente. Il faut donc tenir compte d'autres facteurs pour expliquer le bond de la population. D'abord, avant 1930, près d'1 million de Québécois se sont exilés aux États-Unis, annulant d'un trait l'apport de la natalité. Cette hémorragie prend fin avec la crise. Ceux qui restent contribuent ensuite au baby boom. Le Québec, par ailleurs, n'accueillait que 10 000 immigrants par an entre les deux guerres. Ce nombre bondit à 30 000 en moyenne durant les années 1950. Âgés de 15 à 40 ans, ces immigrants contribuent au baby boom dès leur arrivée au Québec. Finalement, la natalité durant le baby boom nous semble élevée parce que de nos jours, le nombre de bébés stagne autour de 1,4 enfants par femme, un taux insuffisant pour renouveler la population. En d'autres mots, et de manière plus claire encore, on voit que le taux de natalité n'est pas exceptionnel durant le baby boom. À preuve, durant les années 1860-80, il se situait autour de 50 pour 1000. Il est en fait en chute constante et connaît un simple rebond durant le baby boom. Le taux de natalité, donc, était plus élevé auparavant. En revanche, le taux de mortalité, lui, était aussi très élevé, se situant autour de 30 pour 1000 durant certaines années. Ce qui veut dire que s'il naissait beaucoup d'enfants, il en mourrait tout autant, équilibrant la ligne au milieu, c'est-à-dire la croissance naturelle qui demeure stable tout au long de la période. Ce qui se produit avec le baby boom, c'est qu'il y a 3 phénomènes à tenir en compte. D'abord, la baisse très rapide de la mortalité, notamment à partir de 1910, de meilleures techniques médicales, l'accroissement du nombre de places en hôpital, accouchement aussi dans les hôpitaux, meilleure alimentation, hausse des niveaux de vie, meilleure hygiène.
Mais en règle générale, on avait aussi assisté à une baisse très importante de la natalité, notamment durant la crise et la Seconde Guerre mondiale. D'abord, d'un premier temps, parce qu'on n'a pas d'argent pour fonder une famille. Ensuite, parce que les privations de la guerre font en sorte que le moment n'est pas propice pour avoir des enfants. Donc, ça fait paraître le baby-boom plus exceptionnel qu'il ne l'est en réalité. Durant une brève période, le tout compte fait, c'est un petit pet, là, entre 1945 et 1960, alors que le taux de croissance naturelle, le taux de croissance de natalité voisine ce qu'il était à l'époque au début du 20e siècle. En revanche, puisqu'il est accompagné d'une baisse rapide de la mortalité, on voit l'impact très important que ça revêt sur la croissance naturelle, qui, elle, est significative durant cette époque-là, rappelant les plus beaux jours du 19e siècle. La pyramide des âges s'en ressent. On voit que en 1960, à la toute fin du baby-boom, le nombre d'enfants est colossalement important. Il y a un petit renflement ici. C'est ce qu'on appelle le manque à naître durant la crise et la guerre, ceux qui ne sont pas nés. En revanche, vous voyez ici, clairement, les garçons et les filles nés entre 1945 et 1960, qui est significatif. C'est cette cohorte-là ici que l'on retrouve maintenant ici. En 1995, les baby boomers ont entre 30 et 40 ans. Ils forment une part prépondérante de la population, mais on voit que la natalité s'est essoufflée après eux et que les enfants nés depuis 1960 sont beaucoup moins nombreux. Résumons-nous à propos du baby boom. Donc, en 1951, littéralement, un quart de la population du Québec a moins de 10 ans. Juste en guise de comparaison, ils ne sont plus que 11% en 2018. Là. C'est dire combien le Québec a l'air d'une immense garderie. Partout, les centres commerciaux grouillent d'enfants. Il y a une odeur de couches mal lavées qui traverse tout l'ensemble du Québec. À l'époque, il faut imaginer, là, dans les magasins, les boutiques, les rues, les centres commerciaux remplis d'enfants qui courent un peu partout, au point qu'on doit leur créer de nouveaux hôpitaux. Regardez les hôpitaux, le parc des hôpitaux au Québec, il date en gros du début des années 1950. Qu'on parle du vieil hôpital Saint-Luc, l'hôpital Sacré-Cœur, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital Charles-Lemoine à Longueuil, l'hôpital Charlemagne à Repentigny. Ces hôpitaux-là ont dû être créés très rapidement, notamment on crée des maternités, littéralement, qui sont dévouées aux accouchements. On crée aussi des écoles, hein, c'est le grand nombre d'écoles qui sont bâties à la fin des années 50-60, des écoles en briques rouges là, que vous en voyez souvent encore à Montréal, mais aussi en banlieue, notamment des écoles élémentaires qui remplacent les tout petites écoles de rang. Et on doit bientôt construire, on va le voir, des fameuses polyvalentes. Avec le développement de la petite enfance, c'est la nourriture préparée. Ce phénomène-là, vous ne l'avez pas vécu vous-même, évidemment, c'était acquis depuis longtemps. Le phénomène de la nourriture préparée est marquant pour toute une génération qui l'a vu surgir au début des années 1950. Jusque-là, la plupart des familles produisaient leur nourriture à partir d'ingrédients de base, là, du beurre, du lait, de la farine, de la viande à peine dépecée. On bâtissait son repas à la maison. Mais avec l'arrivée des enfants, des électroménagers, le réfrigérateur en particulier, on assiste à l'essor de ce qu'on appelle la nourriture préparée et à l'industrialisation alimentaire. C'est-à-dire que de plus en plus de vastes usines produisent de la nourriture, certes, mais déjà emballée, manufacturée, pratiquement coupée en portions. Le symbole de ça va être les petits pots de bébé là, qu'on commence à vendre à ce moment-là, la marque Johnson & Johnson. Des petits pots de bébé qui surgissent, qui déjà tout préparé en purée dans des petits bocaux avec une élégante étiquette qu'on n'a qu'à mettre dans la bouche du bébé. Aujourd'hui, vous prenez ça pour acquis, mais votre frigo en est plein. Mais au début des années 50, c'est une véritable révolution qui a son impact sur l'appareil de production, puisque ça amène de nouvelles installations industrielles dans le domaine des yogourts, par exemple, de l'embouteillage des fruits et légumes, les entreprises de mise en conserve aussi se développent énormément dans le Québec des années 1950. C'est le développement aussi des centres d'achat. Jusque-là, c'était surtout des boutiques dans les quartiers de proximité. On assiste à l'aménagement de vastes espaces où les gens peuvent marcher à l'abri de la pluie et de la neige, se balader dans les allées. C'est une vraie révolution pour les familles du baby-boom. Bien sûr, c'est la télévision. La télévision, une des premiers postes auxquels Radio-Canada va se consacrer, ça va être le créneau des émissions pour enfants.
Vos parents vous en ont sans doute parlé. Ils aimaient beaucoup les émissions pour enfants qu'ils écoutaient quand ils étaient petits. De ça, les gobelets, en passant par Passe-Partout. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était des émissions produites en très grand nombre, mais aussi de très grande qualité, parce que l'auditoire prépondérant à la télévision, à ce moment-là, c'était les enfants. Alors, les moyens étaient importants, alors que vous écoutez des mauvais dessins animés produits en Corée avec 3 dessins mal traduits. À l'époque, c'était parmi les plus grands comédiens du Québec qui étaient consacrés au créneau des émissions pour enfants. Ce ne sont là, bien sûr, que des exemples. En 1961, au terme du baby boom, c'est maintenant 44% de la population du Québec qui a moins que 19 ans. Aujourd'hui, ils sont autour de 15%. C'est vous dire là, la part prépondérante que la jeunesse joue dans le Québec de la Révolution tranquille. Là. Les jeunes sont partout. Alors, qu'est-ce que ça consomme, un jeune, à part des stupéfiants? Ça consomme, bien sûr, d'abord et avant tout, de l'éducation. Donc, il faut leur construire des écoles, des grosses écoles, d'immenses écoles, qu'on va appeler les écoles polyvalentes, qui conjuguent à partir de 1964 le secteur technique ou professionnel avec le secteur préuniversitaire, auparavant occupé par le fameux collège classique. Donc, désormais, tout ça est fondu dans ce qu'on appelle polyvalente, de là leur nom, puisqu'on produit autant d'éventuels avocats que des ouvriers là-dedans. Obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est donc des millions de Québécois qui doivent entrer pratiquement du jour au lendemain dans ces nouvelles écoles qu'aménage pour eux le ministère de l'Éducation créé en 1964. Ces jeunes-là qui en 61, imaginons par exemple qu'il a 12 ans, il a donc 16 ans en 1967, on doit donc lui créer les cégeps. Les cégeps sont une création from nihilo, c'est-à-dire partie de rien. On a pris les anciens collèges classiques, on a créé des écoles spécialisées pour les 2 années de succession du secondaire, dans le secteur professionnel et général, encore une fois. Il y en est du jour au lendemain une vingtaine. On va atteindre le chiffre faramineux de près de 50 de nos jours. Ces jeunes-là vont maintenant dans des filières qui les amènent éventuellement au marché du travail ou à l'université. Alors, les premiers finissants en sciences humaines ont fini en 69. On doit donc de toute urgence leur créer le réseau des universités du Québec. Vous savez, d'abord, le vaisseau amiral est l'UQAM, mais on crée aussi à l'époque l'UQAC à Chicoutimi, l'UQAR à Rimouski, l'Université du Québec en Outaouais, en Abitibi. On a également créé la TELUC, la formation à distance, l'ENAP pour l'école d'administration publique, l'Institut d'hôtellerie. Tous ces instituts s'adressent à la clientèle post-secondaire et post-collégiale qui peut maintenant se consacrer à des études avancées. Alors, imaginez donc que vous avez fait un bac en philosophie, ben là, vous arrivez frais moulu, prêt pour le chômage en 1973. C'est à peine une blague. Le taux de chômage qui était en bas de 5% durant les années 60 explose à compter de 1973. Pas juste parce que ces jeunes n'ont pas été formés pour le marché du travail, mais d'abord et avant tout parce qu'ils sont très, très nombreux à arriver chaque année sur le marché du travail, mettant fin, c'est important, à l'essor de économique de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Après 1973, la situation économique va devenir beaucoup plus difficile et ces jeunes-là, donc, souvent très qualifiés, vont devoir attendre pratiquement les années 80 avant de se trouver un emploi permanent.